Mesdames et messieurs, nous sommes le vendredi 15 août 2025. Bienvenue dans ce journal. Bonsoir à tous. Le président de la République de Madagascar et son épouse ont inauguré officiellement aujourd'hui le transport par câble ou téléphérique, un nouveau mode de transport destiné à moderniser et à transformer radicalement le secteur du transport dans la capitale malgache, tout en apportant également du progrès, a déclaré le président Andry Rajoelina. Les autorités, les ambassadeurs étrangers, les délégations de la SADC ont ouvert aujourd'hui le premier voyage en téléphérique. Celui-ci sera ouvert au grand public dès demain, comme annoncé précédemment au tarif de 3000 ariars et pour cette phase de lancement. Reportage sur les images de Andora Zanjabe. Un défi pleinement relevé et un signe de l'audace du président de la République à avancer vers le développement, malgré les critiques de tout horizon, tel est le symbole qu'incarne l'achèvement de ce grand projet qui marque un tournant dans l'histoire de la capitale, le téléphérique. Les travaux sont désormais totalement terminés et le transport par câble est officiellement ouvert à Antananarivo, capitale de Madagascar. Ce projet a été réalisé par l'État via le secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat. Le téléphérique est présenté comme une solution aux embouteillages, une source de création d'emplois avec plus de 450 personnes recrutées depuis la construction du projet jusqu'à aujourd'hui et un moyen de transport respectueux de l'environnement. Un nouvel outil de transport visant à alléger les difficultés de déplacement des habitants de la capitale est aussi l'une des raisons de la construction du téléphérique, a déclaré aujourd'hui le président Andry Rajoelina. Il a confirmé les problèmes liés aux embouteillages, mais aussi le fait que le coût du trajet est abordable comparé à celui des taxis ou des taxis-motos. Le téléphérique est destiné à aider en priorité les étudiants, les employés du secteur privé, les fonctionnaires et particulièrement ceux ayant affaire dans le quartier administratif d'Anoussi. Le président a ajouté que la mise en service du téléphérique permettra de réduire jusqu'à 1200 le nombre de voitures circulant quotidiennement dans la capitale, selon les prévisions de Poma, l'entreprise qui a réalisé les travaux. Et entre 40 000 et 60 000 personnes devront utiliser le téléphérique quotidiennement. Pour rappel, le téléphérique dispose de 7 stations allant d'Anous-Saint-Batbé. Toutefois, seul le tronçon Anous-Ivange sera en service à partir de demain. Le tarif est fixé à 3000 ariars pendant cette phase initiale jusqu'à l'achèvement de la centrale solaire qui assurera entièrement l'alimentation électrique du téléphérique. Aujourd'hui, le président de la République Andry Rajoelina et son épouse Miel Rajoelina ont inauguré ce téléphérique. Rappelant que le téléphérique est encore en phase de familiarisation auprès du public. Il fonctionnera ainsi à partir de demain, samedi 16 août, seulement 4 heures par jour, le matin de 7 h à 9 h et l'après-midi de 16 h à 18 h. Et le président de la République, Andry Rajoelina, a affirmé lors de l'inauguration du téléphérique aujourd'hui que la mise en place de ce transport par câble est un symbole de progrès. Il a souligné que les visiteurs étrangers arrivés à Madagascar à l'occasion du sommet de la SADC font partie de ceux qui ont reconnu cette avancée. Selon ces derniers, Madagascar est en chantier en ce moment. Le chef de l'État malgache a reconnu l'existence de la pauvreté et a déclaré que c'est précisément pour cette raison qu'il est à ce poste pour sortir Madagascar et le peuple malgache de cette pauvreté. Il a assuré qu'il travaille chaque jour pour atteindre cet objectif. Concernant l'ouverture du téléphérique, le président Andry Rajoelina a précisé que cet ouvrage moderne n'a pas été réalisé pour lui mais pour l'ensemble du peuple malgache. Ainsi, même ceux qui ont critiqué ou ceux qui sont contre ce projet peuvent désormais en profiter et même y prendre des photos. Fenoas nacelle dans la célébration de l'anniversaire a entraîné l'empoisonnement et le décès de nombreux adolescents et toujours détenus à la prison de Manzakanjin. Une rumeur a circulé sur Facebook selon laquelle elle aurait été libérée. Pourtant, la direction générale de l'administration pénitentiaire a précisé aujourd'hui qu'elle n'a jamais été remise en liberté. Elle reste détenue à Manzakanjin après avoir été conduite au tribunal pour enquête. Reportage de Josica Ringénérine et Bras Denilson. Concernant l'affaire d'empoisonnement durant l'anniversaire de Fenoas, l'administration pénitentiaire a été claire aujourd'hui. Fenoas n'est bel et bien en prison à Manzakanjin. C'est vérifiable. En effet, la rumeur s'est à nouveau répandue selon laquelle la jeune femme à l'origine de la fête ayant causé la mort de plus de 30 personnes aurait été libérée. Et certains ont cru à cette rumeur sans la moindre vérification. Toute information publiée doit être vraie et vérifiée. C'est le devoir et la responsabilité de ceux qui la diffusent, rappelle le ministère de la Justice. Toute la vérité sur l'affaire d'un malade doit être connue et rendue publique, conformément aux instructions fermes données aux responsables et à la promesse faite par le président Andry Rajoelina aux familles concernées cette semaine.
Restant toujours au niveau du ministère de la Justice, le gouvernement, justement, par le biais de ce ministère, a offert une aide alimentaire aux détenus de la prison centrale de Tolagnaro, dans la région Anos. L'objectif est de préserver la dignité humaine et d'œuvrer pour le bien d'autrui, conformément à la politique générale de l'État conduite par le président de la République, André Rajoelina. Cette aide contribue grandement à améliorer la qualité des repas des prisonniers, ont précisé les responsables. Les détails avec Anienne Martina. L'aide alimentaire de l'État composée de 20 sacs de riz est arrivée à la prison centrale de Tolagnaro. Ce riz couvrira les besoins quotidiens des détenus. On sait que le manioc constitue souvent la base de leur alimentation et cette aide contribuera donc largement à améliorer la qualité de leurs repas. Il s'agit d'une action sociale basée sur la protection des droits fondamentaux de la personne, selon les explications. Le gouvernement alloue déjà un budget spécifique à l'approvisionnement alimentaire des détenus à travers tout le pays. Le ministre de la Justice, en remettant cette aide, a réaffirmé que l'État ne laisse pas les prisonniers livrés à eux-mêmes. Il a également rappelé l'importance pour les détenus de respecter le règlement intérieur de l'établissement. Actuellement, la prison centrale de Tolagnaro dans la région Anos compte 431 détenus selon les statistiques. L'établissement est également connu par le passé des problèmes d'infrastructure qui ont fait l'objet des travaux de réhabilitation grâce à l'appui du gouvernorat de la région Anos. Et dans les actualités de ce jour également, c'est la célébration de la journée de l'Assomption. Aujourd'hui a été célébrée l'élévation corporelle et spirituelle de la Vierge Marie au ciel selon la foi catholique. D'après le droit canonique qui régit l'Église catholique, le 15 août est un jour à sanctifier. Cette journée a été marquée par la célébration de la Sainte Eucharistie dans toutes les églises catholiques à travers le monde. Reportage de Fanjacina Mireille et Eugène. La Vierge Marie est considérée par l'Église comme la mère de l'Église et de toute l'humanité, du fait qu'elle est la mère de Dieu, selon la croyance et le fondement de l'Église catholique apostolique romaine. Selon le dogme, c'est-à-dire l'affirmation de foi commune à tous les catholiques, en tout temps et en tout lieu, le pape Pie IX a proclamé le 8 décembre 1854 que la Vierge Marie a été préservée du péché originel dès sa conception. C'est le pape Pie XII qui a fixé au 15 août la fête de l'Assomption en prenant cette décision le 1er novembre 1950. La Vierge Marie n'est pas l'objet d'adoration mais de vénération en raison de sa dignité de Mère de Dieu. Au XXe siècle, on recense 630 apparitions de Marie dans le monde, dont la plus célèbre est celle de Lourdes en 1858. La Vierge Marie a été consacrée protectrice spéciale de Madagascar par le père d'Allemagne, premier prêtre arrivé dans le pays en 1644. Le 15 août a été célébré aujourd'hui par des messes dans les églises catholiques du monde entier. Et le taux de réussite au baccalauréat à Fenarançon en 2025 est de 57,98%, ce qui constitue une hausse par rapport à l'année dernière. La série C affiche le meilleur taux avec 82,24% de réussite, selon ce reportage de Fanjacina Mireille. Fenarançon a été la première à publier les résultats du baccalauréat pour l'année 2025 dans la soirée du 13 août. Sur 35 941 candidats, 20 873 ont été admis, soit un taux de 57,98% contre 55,15% en 2024. Pour cette année, le taux de réussite est de 57,42% pour l'enseignement général et de 72,18% pour l'enseignement technique et technologique. La série C enregistre la meilleure performance avec 82,24% de réussite. Les résultats des autres régions sont attendus. Pour Antananarivo, la publication des résultats du baccalauréat est prévue pour la semaine prochaine. Toujours dans cette page sociale, les responsables locaux ne sont pas obligés d'attendre l'intervention de l'État central pour résoudre les problèmes. Si chacun prend conscience de ses responsabilités, les difficultés peuvent être surmontées, a déclaré Jules Mamnirine, député élu à Manakar. Il a remis aux 10 communes de la région une machine destinée à fabriquer des bancs pour les écoles primaires publiques et les collèges d'enseignement général. Il a aussi exhorté les parents à encourager leurs enfants à aller à l'école car ce sont eux qui assureront l'avenir du pays. Reportage. Soutenir le secteur de l'éducation est un engagement particulier et un défi que s'est fixé le député Jules Mamnirine.
Des bancs seront ainsi fournis aux EPP et CEG des zones rurales du district de Manakar. La machine à bois pour fabriquer ces bancs a été installée dans le département d'Ambaïvé, commune d'Amboïtchouv. 10 communes pourront l'utiliser pour la fabrication des bancs pour les établissements scolaires de la région. L'initiative sera étendue à d'autres départements, précise le député. Il a également remercié le gouvernement par le biais du ministère de l'Éducation nationale pour ses efforts et son soutien au secteur éducatif. Malgré les efforts considérables de l'État, de nombreuses écoles souffrent encore de retard en matière d'équipement. Dans certaines zones reculées, des enfants s'assoient encore à même le sol. En plus du volet éducatif, le député a assuré que des travaux seront effectués pour réparer les points noirs de la route Lukum vers Bekach lorsque le temps sera sec. Le député de Manakar, Jos Mamnirin, a souligné qu'il existe un projet visant à rénover et moderniser les écoles grâce au fonds du CIAD. L'un des objectifs principaux est que chaque élève dispose d'un banc afin d'éviter que des enfants ne quittent la salle de classe par manque de place. Dans ce projet de fabrication de bancs, le député et son épouse ont financé la machine à bois, la commune a fourni l'espace pour son installation et supervise les travaux, tandis que les parents d'élèves apportent le bois nécessaire à la fabrication. Les enseignants ont reçu des instructions pour veiller à l'entretien des bancs. Dans les actualités internationales de ce soir, la chute au pouvoir au Mali a annoncé hier soir par un communiqué lu à la télévision l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes qui cherchaient, selon elles, à déstabiliser les institutions de la République avec l'aide d'États étrangers. Un ressortissant français a été arrêté, soupçonné de travailler pour le compte des services de renseignement français. France 24. C'est le ministre malien de la Sécurité qui s'est présenté à la télévision nationale pour livrer la version des faits du gouvernement malien. Selon lui, c'est lui qui parle, hein, un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de défense ont tenté de déstabiliser les institutions de la République. Il affirme également que parmi les personnes arrêtées, il y a des Maliens, des militaires maliens, il y a des Maliens, également des étrangers. Il a allé plus loin en disant que parmi les Maliens qui ont été arrêtés, il y a des généraux, par exemple le général Abbas Dambélé, c'est un homme respecté au sein de l'armée malienne. Il y a également une femme générale, Nema Sagara. Le ministre a expliqué que la tentative de déstabilisation a échoué grâce à la vigilance des services de renseignement du Mali et qu'il a voulu rassurer les Maliens sur le fait que la situation est totalement maîtrisée. Et quand les autorités de transition, Serge Daniel, parlent d'États étrangers, à quel État font-elles référence exactement? Alors, État étranger, c'est État étranger au pluriel, mais il n'y a pas de précision. En revanche, vous l'avez dit tout à l'heure, on parle d'un supposé français, d'un ressortissant français qui aurait été arrêté. Il y a une photo qui a été présentée, il y a une photo qui a été montrée, et selon le ministre malien de la Sécurité, ce serait un élément essentiel du dispositif et que ce ressortissant français travaillerait pour le compte des services de renseignement de la France et qu'il a essayé de mobiliser au Mali des acteurs politiques, des acteurs de la société civile pour tenter de déstabiliser justement les institutions de la République. Précisons qu'à la télévision nationale, le ministre n'a strictement pour le moment apporté aucune preuve matérielle de cette tentative de déstabilisation des institutions de la République. Au Proche-Orient. Ce qui fait l'actualité internationale de ce soir également, c'est la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Justement, le président américain reçoit son homologue russe en Alaska aujourd'hui pour une rencontre qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine. Donald Trump espère que cette rencontre va ouvrir la voie à une autre à 3, incluant cette fois Volodymyr Zelensky. France 24. Donald Trump n'a cessé de souffler le chaud et le froid à propos de ce sommet depuis une semaine. Maintenant, le président américain a d'abord envisagé un échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie avant de dire qu'il venait ici à Anchorage simplement pour discuter, pour entendre la position de son homologue russe Vladimir Poutine. Et puis, ces dernières heures, eh bien, il a remis un peu la pression sur la Russie en expliquant qu'il voulait absolument un cessez-le-feu, qu'il était prêt même à quitter le sommet
abandonner de manière prématurée s'il n'obtenait pas des réponses claires de son homologue. Donald Trump qui en tout cas rappelle que ce n'est qu'un premier sommet. Cet entretien en tête-à-tête avec Vladimir Poutine qui a pour objectif d'en préparer un second auquel serait invité Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et peut-être d'autres responsables européens. En tout cas, l'enjeu est majeur parce que pour Vladimir Poutine, ce sommet représente un retour sur la scène internationale. Lui qui a été mis au banc de la plupart des grands sommets du G7 notamment après l'invasion de l'Ukraine en 2022, eh bien c'est d'ores et déjà une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine. Ce sommet, le fait de revenir sur le sol américain après plus de 10 ans et de revenir en plus dans un territoire qui a des liens très forts avec la Russie puisque l'Alaska est un territoire qui a été vendu par la Russie aux États-Unis en 1867. Et malgré 10 jours de négociations intenses, les 185 pays réunis à Genève ont échoué à se mettre d'accord dans la nuit de jeudi à vendredi sur un texte contraignant pour lutter contre la pollution plastique en raison de l'opposition d'un bloc de pays producteurs de pétrole. France 24. C'est un échec cuisant pour l'environnement. Il n'y aura pas de traité contre la pollution plastique à Genève. 10 jours de négociations n'ont pas suffi pour mettre tout le monde d'accord, aux grandes dames des pays qui défendaient un traité de haute ambition, comme la Norvège. En tant que coprésident de la coalition pour une ambition forte, nous sommes vraiment tristes de constater que nous n'aurons pas de traité sur la pollution plastique ici à Genève. Nous devons désormais explorer les options qui s'offrent à nous pour aller de l'avant. Les discussions, censées s'achever jeudi, ont joué les prolongations jusqu'à vendredi dans l'espoir de trouver un compromis. Mais elles ont buté sur le rejet catégorique des pays pétroliers, dont l'économie dépend encore beaucoup du plastique, produit à partir d'énergies fossiles. Devant un texte vidé de sa substance sous la pression de ces pétro-États, les autres pays ont préféré voter contre. Je suis déçue que nous n'ayons pas pu répondre aux attentes de nos citoyens vis-à-vis de la menace que représente la pollution plastique sur leur santé et sur leur environnement. Et je suis en colère parce que malgré les efforts sincères de beaucoup et les progrès réels dans les discussions, aucun résultat tangible n'a pu être obtenu lors de ces négociations. L'an dernier déjà, les parties n'avaient pas réussi à conclure un accord sur le plastique à Busan, en Corée du Sud. Sans inflexion de la tendance actuelle, la production de plastique qui bat son plein devrait tripler d'ici 2060. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée et très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.